Depuis des générations, les politiciens dominicains ont instrumentalisé la haine contre les Haïtiens pour renforcer leur pouvoir, allant jusqu'à justifier massacres, expulsions musclées et discrimination systémique. Pourtant, malgré cette persécution, des milliers d'Haïtiens continuent de risquer leur vie à traverser la frontière, attirés par l'espoir d'une vie meilleure, tout en sachant qu'ils entreront dans un enfer forgé par des décennies d'injustice et d'exclusion. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les raisons historiques et idéologiques du racisme anti-haïtien qui sévit en République dominicaine et aussi comprendre pourquoi malgré ces injustices, les Haïtiens continuent à traverser la frontière. Avant de plonger dans la racine historique du mal anti-haïtien dont souffre la classe politique dominicaine, rappelons tout d'abord la situation actuelle des immigrés haïtiens dans ce pays voisin. La vie des immigrés haïtiens en République dominicaine a toujours été un calvaire. Mais ces dernières années, le calvaire s'est transformé en cauchemar. Le président Luis Abinader est obsédé par la question haïtienne et depuis son arrivée au pouvoir, la répression contre les Haïtiens a pris une tournure inquiétante. Depuis le mois d'octobre 2024, le président dominicain s'est engagé à expulser un minimum de 10 000 Haïtiens par semaine. Une véritable rafle a alors commencé. Les Haïtiens sont alors arrêtés dans les rues, sur leur lieu de travail, à leur domicile. Les cas d'abus sont légion. Des descentes de policiers ont lieu la nuit. Des malades ont été arrêtés jusque dans des salles d'attente. Des couples ont été séparés. Des enfants se retrouvent sans leurs parents, expulsés de force. On rapporte même des cas où des Haïtiens légaux en possession de leur carte de résidence se font quand même expulser après que leur titre de séjour ait été confisqué par la police. Déjà en novembre 2022, l'ambassade américaine en République dominicaine avait dénoncé le profilage racial pratiqué par les agents douaniers dominicains à l'encontre des ressortissants noirs américains en visite dans le pays. Washington dénonçait le fait que des voyageurs aient été retardés, détenus ou soumis à un interrogatoire intensif en raison de la couleur de leur peau. En effet, le premier critère choisi par la République dominicaine pour expulser des migrants est la couleur de la peau, un acte ouvertement raciste en plein XXIe siècle. De nombreux Dominicains noirs sont ainsi victimes des mêmes excès. S'en prendre aux Haïtiens est un pari gagnant pour le président Abinader, réélu en mai 2024. En République dominicaine, c'est quasi automatique. À chaque élection, le problème haïtien refait surface et occupe le débat public. Ce que les dirigeants dominicains appellent le problème haïtien, el problema haitiano, ils ont essayé de le résoudre en 1937 à coups de machette et coups de fusil. Avec cette situation insupportable, pourquoi les Haïtiens continuent de risquer leur vie, d'accepter l'humiliation et la violence chez le voisin? Nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse à cette question, mais avant tout, essayons de contextualiser la situation avec quelques éléments historiques. Pendant longtemps, la plus grande partie des travailleurs haïtiens en République dominicaine étaient des coupeurs de canne, les braceros comme on les appelle. Ils travaillent pour un salaire de misère et vivent comme des esclaves dans des campements qu'on appelle batéis. L'histoire de la République dominicaine est étroitement liée à la canne à sucre. Depuis les années 20 jusqu'aux années 80, l'industrie du sucre a constitué l'épine dorsale de l'économie dominicaine et lui a fourni sa principale source de revenus. Pendant l'occupation américaine, de nombreux travailleurs haïtiens sont encouragés, parfois même forcés, d'aller travailler de l'autre côté de l'île, dans les usines sucrières des compagnies américaines installées en République dominicaine. C'est ainsi que commence une sorte de trafic de travailleurs haïtiens entre les autorités des deux pays sous le regard paternaliste des Américains. Après le départ des troupes américaines, le trafic continue de plus belle et les responsables des deux pays gagnent beaucoup d'argent sur le dos de ces travailleurs. Le statut des braceros haïtiens va commencer à être régulé à partir des années 1950. L'ancien dictateur dominicain Rafael Trujillo lui-même, après avoir organisé le massacre des milliers d'Haïtiens en 1937, avait finalement signé un accord intergouvernemental avec Haïti pour régulariser l'emploi de coupeurs de canne à sucre. Trujillo était lui-même propriétaire de plusieurs raffineries. À partir de 1957,
l'année de l'arrivée au pouvoir de François Duvalier, l'envoi des braceros en République dominicaine s'intensifie. Duvalier fournit 30 000 coupeurs de canne chaque année à la République dominicaine. En contrepartie, les duvalieristes reçoivent 15 $ par travailleur fourni et la moitié du salaire de chaque travailleur. Ce trafic honteux va perdurer jusqu'à la chute des Duvalier en 1986. Pendant toutes ces années, l'État dominicain fait venir les braceros pour ensuite les mettre à la disposition des raffineries du pays. Ce trafic rapportait aussi beaucoup aux politiciens et fonctionnaires dominicains. Mais en même temps, la présence des Haïtiens sur le territoire dominicain va engendrer un fort sentiment anti-haïtien, voire un racisme décomplexé. Quand on parle de racisme que subissent les Haïtiens en République dominicaine, on n'est pas dans quelque chose de soft ou de subtil. Non, c'est assez violent. La notion de race est ancrée dans le discours de l'élite dominicaine. Cela remonte à l'histoire complexe des relations des deux pays. Je vous renvoie à un excellent article du chercheur Alain Saint-Victor qui s'intitule « Racisme dominicain, les origines de l'anti-haïtianisme », publié sur le site histoireengagée.ca. Le sentiment anti-haïtien est construit tout au long de l'histoire de la République dominicaine et a d'abord été une réponse face aux nombreuses tentatives des dirigeants haïtiens de réunifier l'île. Après son indépendance de l'Espagne en 1821, la République dominicaine tombe sous la coupe du gouvernement haïtien après que Boyer ait envahi la partie est de l'île. L'occupation haïtienne dure 22 ans et les Dominicains l'ont vécu comme une période de brutalité, ce qui va renforcer le sentiment nationaliste dominicain, mais aussi beaucoup de ressentiment vis-à-vis des Haïtiens. Pendant le règne de Faustin Soulouque, le gouvernement haïtien va tenter à plusieurs reprises d'envahir la République dominicaine afin de réunifier l'île à nouveau, mais à chaque fois, les tentatives haïtiennes vont être repoussées par l'armée dominicaine dirigée par Pedro Sanchez. Les Dominicains rejettent l'idée de réunifier l'île, non pas uniquement parce qu'ils veulent garder leur indépendance, ce qui est parfaitement légitime, mais parce qu'ils ne veulent pas être associés à des Noirs. En 1852, Buenaventura Báez Mendes, qui deviendra par la suite président de la République dominicaine, écrit au gouvernement français pour solliciter un protectorat, c'est-à-dire une protection pour son pays, afin d'éviter d'être dirigé par des Noirs, selon ses propres mots. Ces Noirs, ce sont les Haïtiens. Il écrit ceci: « L'Europe, qui est le centre de la civilisation, doit se convaincre que les Dominicains constituent les seuls obstacles à la cruauté et aux incursions de la race noire. Un mot de votre gouvernement et le pays vous appartient entièrement. » Báez propose d'offrir son pays en cadeau aux Français et de vassaliser son peuple pour être sûr de ne pas être dirigé par des Noirs. Cette idéologie négrophobe va imprégner la mentalité de l'élite dominicaine et constituer une partie du récit national. Le Dominicain rejette tout ce qui rappelle en lui la part africaine. Même le Dominicain noir, victime de ce lavage de cerveau, préfère se dire indien, indio, soit pour espérer échapper à des discriminations, soit pour refouler la part africaine de son identité. De façon générale, le Dominicain se considère comme un descendant espagnol et indien. Il rejette tout héritage africain associé plutôt à Haïti. D'ailleurs, le projet de Trujillo en 1937, quand il a fait massacrer des milliers d'Haïtiens, était de blanchir la nation. À l'époque, les institutions du pays, que ce soit la presse ou l'école, diffusaient des idées racistes contre les Haïtiens considérés comme un peuple inférieur, descendant d'esclaves, par opposition aux Dominicains qui seraient de fiers descendants des conquérants catholiques espagnols et des braves indiens taïnos. Les références identitaires du Dominicain sont le catholicisme, la culture espagnole, les taïnos, qu'ils accaparent tout en déniant à Haïti cette part indienne. Pour lui, l'haïtien est le noir, l'africain. Quand le mouvement indigéniste haïtien tend à assumer et à affirmer avec force et fierté la part africaine de l'identité haïtienne, le mouvement indigéniste dominicain tend, à contrario, à affirmer la part indienne et accessoirement espagnole de la culture dominicaine. C'est pour cette raison que l'un des plus grands leaders noirs dominicains, Francisco Peña Gómez, malgré sa popularité et sa légitimité, a été victime de racisme pendant toute sa carrière. Il a été rejeté par une partie de l'élite dominicaine tout simplement parce qu'on le soupçonnait d'être d'origine haïtienne.
C'est peut-être d'ailleurs à cause de cela aussi qu'il n'a jamais pu accéder à la présidence. Un film qui retrace sa carrière porte le titre évocateur d'El color de la noche, la couleur de la nuit. Ce titre est repris d'une phrase de Peña Gómez lui-même pour qualifier les discriminations qu'il a subies. Porque soy del color de la noche, parce que je suis de la couleur de la nuit. L'un des plus grands agitateurs de l'idéologie anti-haïtienne en République dominicaine a été l'ancien président Joaquim Balaguer. Il expliquait que les Haïtiens sont une menace pour la République dominicaine pour des raisons biologiques. Joaquim Balaguer, en bon disciple de Trujillo, ne mâchait pas ses mots. Dire qu'un groupe humain représente une menace biologique, c'est du nazisme pur et dur, et on sait ce que cela a déjà fait à l'humanité. L'élite dominicaine, consciente que les Haïtiens n'ont plus la capacité aujourd'hui d'envahir la partie est de l'île par des moyens militaires, craint une invasion pacifique des Haïtiens qui chercheraient à s'installer massivement dans leur pays. C'est cette vision qui conduit parfois à des déportations massives et à des actes de violence contre les immigrés haïtiens. Mais il y a un grand paradoxe tout de même. Quand il s'agit d'exploiter la main-d'œuvre bon marché que représentent les travailleurs haïtiens, les dirigeants dominicains, qui sont souvent de riches hommes d'affaires, font preuve d'une grande hypocrisie. Ils emploient sans vergogne dans leurs usines ceux-là même qu'ils stigmatisent. Mais attention, cela ne veut pas dire que le peuple dominicain soit raciste. La zone frontalière a pendant longtemps montré que Haïtiens et Dominicains peuvent cohabiter normalement. Les Dominicains sont manipulés par l'élite politique car eux-mêmes, quand ils sont noirs, sont victimes des agissements des autorités de leur pays. Mais c'est quand même compliqué d'aborder les questions liées au racisme quand celui-ci s'exerce entre des gens victimes d'un passé colonial douloureux. Parce qu'on pense souvent à tort que le racisme ne peut être le fait uniquement de l'Occident, de l'homme blanc. Le racisme des anciens opprimés peut revêtir parfois des formes aussi violentes que celles subies au cours de l'histoire. Donc, revenons à la question de départ. Pourquoi les Haïtiens vont quand même en République dominicaine malgré l'enfer, les massacres, les injustices, les humiliations subies depuis des décennies? Avant de s'indigner et de crier grenadier à l'assaut, essayons de comprendre, parce qu'on pourra beau s'indigner, cela ne changera rien si on n'essaie pas d'abord d'analyser froidement la question. Il faut comprendre qu'il y a des raisons évidentes qui poussent les Haïtiens à émigrer en République dominicaine, malgré les violences subies. D'abord, la proximité géographique et le désespoir économique. La République dominicaine est la destination la plus proche pour les Haïtiens. Donc, ceux qui fuient la misère et les gangs et qui n'ont pas les moyens d'aller plus loin se retrouvent naturellement en République dominicaine. Et puis, comme je l'ai indiqué plus haut, la main-d'œuvre haïtienne est essentielle à l'économie dominicaine. Les Haïtiens, bien que maltraités, fournissent une main-d'œuvre bon marché indispensable à certains secteurs économiques en République dominicaine, notamment la construction, l'agriculture et les services. Même s'ils sont expulsés, beaucoup de travailleurs haïtiens reviennent rapidement en raison de la demande. En 2000, un brasseros haïtien dit à un journaliste du quotidien français Libération « La vie est dure dans les bâtiments, mais à côté de l'enfer d'Haïti, c'est le paradis ». Aujourd'hui, 24 ans après, les travailleurs haïtiens diraient encore la même chose, malheureusement. Il faut savoir aussi que près d'un demi-million d'Haïtiens vivent illégalement en République dominicaine. Les Dominicains ne sont pas obligés d'être cléments ni accueillants. Quand le gouvernement haïtien exige respect et justice pour les migrants, on a envie de rire parce que c'est une vaste blague. On a envie de demander aux autorités haïtiennes « Et si les Dominicains ne respectent pas les droits des Haïtiens ?» D'ailleurs, c'est ce qu'ils font tous les jours. Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous comptez faire? Ce qu'ils ne comprennent pas, ces nouveaux dirigeants, c'est que la politique, et surtout la politique étrangère, est une affaire de rapport de force. Quand vous ne pouvez pas peser dans la balance des négociations avec le voisin, quand vous n'avez pas de force de dissuasion, vous pouvez gesticuler et rappeler toutes les conventions internationales. Cela ne changera rien. Vous n'êtes pas en capacité de négocier quoi que ce soit. Quand quelqu'un vous étrangle et que cela lui fait plaisir, vous ne pouvez pas lui demander gentiment d'arrêter. Pourquoi le ferait-il si vous ne pouvez même pas lui arracher un cheveu? Donc, la tragédie des Haïtiens en République dominicaine ne se limite pas seulement aux abus qu'ils subissent de l'autre côté de la frontière.
elle est aussi profondément enracinée dans la faillite honteuse de la classe politique haïtienne. Pendant des décennies, les dirigeants haïtiens ont laissé pourrir la situation, préférant profiter de ce trafic de misère, celui des braceros, plutôt que de bâtir un État viable pour leur peuple. Au lieu de s'attaquer à la pauvreté et de créer des opportunités économiques pour empêcher l'exode massif de leurs concitoyens, ces politiciens corrompus ont détourné des millions de dollars, certains allant même jusqu'à investir cet argent volé dans des entreprises en République dominicaine, causant ainsi un fossé encore plus profond entre les deux nations. Ce manque de vision, d'intérêt et de volonté politique a condamné des générations d'Haïtiens à chercher refuge dans un pays où ils sont systématiquement humiliés et persécutés. La classe politique haïtienne est tout autant complice de la souffrance de ces immigrés. Les dirigeants haïtiens devraient avoir honte de parler au nom d'Haïti et de s'octroyer des titres de ministre ou je ne sais quoi. Tant que les dirigeants haïtiens ne prendront pas leurs responsabilités pour faire face à cette situation, en renforçant l'État, en créant une armée forte, des institutions solides et en instaurant des relations bilatérales fondées sur l'égalité, la République dominicaine continuera à exploiter sans vergogne une main-d'œuvre vulnérable tout en se livrant à des pratiques racistes et inhumaines. Haïti doit rompre définitivement avec ce cycle d'humiliation et de dépendance. Mais cela demande des sacrifices. Sommes-nous prêts à les faire?